C'est fait. Elisabeth Borne est notre première ministre. Si vous avez raté la cérémonie de la passation de pouvoir entre Jean Castex et sa successeuse, comme on dit au Québec, on vous propose de regarder quelques images de ce moment hautement symbolique et solennel. Madame la Première ministre, chère Elisabeth, mes chers concitoyens, mesdames et messieurs, je suis, chère Elisabeth, particulièrement heureux de t'accueillir ici à l'hôtel Matignon, siège de la chefferie du gouvernement, dans un moment toujours solennel et, je tiens à le dire d'emblée, particulièrement émouvant pour moi. Je voudrais d'emblée, si tu me le permets, exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance après ces mois qui, depuis juillet 2020, m'ont conduit à la tête du gouvernement de la République à faire face avec le peuple français à une série d'événements tout à fait exceptionnels, difficiles, douloureux. Et je voudrais d'abord exprimer évidemment ma reconnaissance au président de la République de m'avoir fait l'honneur et donné la possibilité d'exercer cette très haute fonction et j'allais dire tout simplement de servir mon pays. Ce n'est pas vraiment une surprise, et son nom circulait dans les shortlists qui faisaient le tour du tout Paris. Et son visage n'est pas inconnu d'un grand nombre de Français. Elle n'est pas non plus une star de la politique. Mais cette polytechnicienne, ingénieure des ponts et chaussées, est une femme du sérail, au moins depuis les années Hollande, celle qui est aujourd'hui notre seconde première ministre après Edith Cresson, arpente les coulisses du pouvoir. Elle a été préfète du Poitou-Charentes, directrice de cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'écologie. Sous les gouvernements de Macron, saison 1, elle a été ministre sans interruption, ministre des Transports, puis de la Transition écologique et enfin ministre du Travail. Et partout, elle a suivi le doigt sur la couture du pantalon, la plus pure orthodoxie macroniste. Au service des lobbies, du monde de l'argent, une DRH avec une Kalachnikov, selon l'expression de Paul Hellec, intervenant régulier de la matinale du Média. En 2014, Elisabeth Borne est avec Alexis Collère. Le fameux Alexis Collère, l'actuel secrétaire général de l'Élysée, au cœur d'une opération consistant à faire semblant de remettre en cause les concessions des autoroutes au secteur privé. Un poker menteur raconté en 2019 par l'émission Secret d'info de la cellule d'investigation de Radio France. Fin 2014, 152 députés socialistes réclament au Premier ministre Manuel Valls le rachat des concessions d'autoroutes par l'État. Un groupe de travail sur les autoroutes est mis en place avec 2 représentants de l'État qui sont principalement chargés de mener les discussions. Il y a Elisabeth Borne, l'actuelle ministre des Transports, qui était à l'époque directrice de cabinet de la ministre de l'Écologie, Ségolène Royal, et puis Alexis Collère, l'actuel secrétaire général de l'Élysée, qui est alors directeur de cabinet du ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Officiellement, il étudie toutes les options possibles, à commencer par la résiliation des contrats. Mais Jean-Paul Chanteguet, qui est alors député socialiste, se rend vite compte que ce n'est pas le cas. Il s'aperçoit que, pendant que ce groupe discute, de véritables négociations sur les contrats se déroulent parallèlement, directement avec les sociétés d'autoroutes, où il n'est plus du tout question de résilier les contrats, et c'est pour ça qu'il démissionne. L'objectif, c'était de nous faire accepter les termes du protocole d'accord que l'on négociait dans notre dos, de nous conduire à cautionner ce protocole d'accord avec les sociétés d'autoroutes. C'était ça l'objectif. L'idée était pipée. C'est du joli tout ça. Ministre des Transports, Elisabeth Borne impose une réforme du ferroviaire qui prévoit l'ouverture du secteur à la concurrence et met fin au statut de cheminot. Ce qui occasionne ce qu'on appelle à l'époque la grève perlée qui dure plusieurs mois. Elisabeth Borne ne cède rien, bien entendu. Elle est toujours là lors de la grève contre la réforme des retraites en 2019-2020, une grève dans laquelle les cheminots jouent un rôle essentiel. Mais elle est inflexible, droite dans ses bottes, protectrice de l'orthodoxie néolibérale du pouvoir Macron. Sa stratégie consiste à épuiser les grévistes à la Margaret Thatcher et à les opposer à l'opinion publique. Les Français, ils aspirent à retrouver
un peu de sérénité, en particulier pour les vacances de Noël. Ceux qui ont appelé donc la CGT SNCF à gâcher les vacances des Français, ça c'est clairement irresponsable. Et moi je note que ce même syndicat nous dit défendre le service public. Défendre le service public, c'est d'abord penser à ceux qui veulent se déplacer. Il vous retourne le compliment en disant Français qui êtes en colère, retournez-vous vers le gouvernement. Le problème, c'est ce projet de loi, on demande le retrait. Écoutez, je vous dis, moi, faire grève, c'est effectivement légitime, mais on peut aussi respecter des moments comme les fêtes de fin d'année où chacun veut retourner dans sa famille. Ministre de la Transition écologique entre 2019 et 2020, Elisabeth Borne ne laisse pas de souvenirs impérissables. Elle est aux affaires lorsque se déroule la Convention citoyenne pour le climat qui tourne vite à la mascarade sabotée par Emmanuel Macron lui-même qui n'appliquera pas grand-chose de ses recommandations. Et au ministère du Travail, Elisabeth Borne a fait passer, dans un contexte de grande incertitude économique, la réforme de l'assurance chômage. Alors qu'il suffisait d'avoir travaillé 4 mois sur les 2 années précédentes pour en profiter, il faut désormais accumuler 6 mois d'emploi salarié pour être indemnisé. Et la dégressivité s'applique dès le 7e mois pour les nouveaux allocataires et non dès le 9e comme par le passé. La réforme de l'assurance chômage, c'est 1 milliard d'économies sur le dos des plus précaires, estiment plusieurs observateurs. C'est un durcissement tellement violent que les salariés de Pôle emploi se disent littéralement horrifiés par ce qu'ils sont obligés d'appliquer. Bref, c'est suite à ce bilan qu'Elisabeth Borne elle-même et les grands médias la qualifient tous sans cœur de femme de gauche. Mieux vaut entendre ça qu'être sourd, mais tout de même. Elisabeth Borne arrive à Matignon après être passée, on l'a déjà dit, par le ministère du Travail, un ministère où elle a appliqué sans état d'âme le cœur de la politique macroniste, c'est-à-dire le détricotage des protections sociales et dans le cas d'espèce, la fragilisation de l'assurance chômage, lutter contre les droits des demandeurs d'emploi. C'est aussi lutter pour que les travailleurs soient obligés d'accepter à peu près tout et n'importe quoi dans un pays, la France, qui est devenue une championne européenne de la souffrance au travail. Ces chiffres ont été révélés par Eurostat et notre camarade Nicolas Framont, rédacteur en chef de Frustration Magazine, s'est saisi de cette actualité pour rédiger un article très fouillé sur la question. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors nous on se demande quel regard tu portes sur la nomination d'Elisabeth Borne, ancienne ministre du Travail, comme première ministre. Je pense que, déjà, ce n'était pas vraiment une surprise, mais ça, on ne va pas faire de commentaires sur de politique politicienne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une femme politique qui est très compatible avec la pensée macroniste. Je vois un peu, j'ai essayé de regarder un peu les analyses ce matin. On dit qu'elle serait de gauche et que ce serait une techno. En fait, évidemment, elle n'est pas de gauche, parce que, comme tu viens de montrer, toute sa politique n'a servi que à provoquer l'accaparement des richesses vers le haut, que ce soit vers les sociétés privées d'autoroutes, vers le patronat. Il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Il n'y a rien de gauche dans son bilan. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde insiste sur la dimension techno. Et là, je pense qu'on est vraiment au cœur de la pensée macroniste. C'est-à-dire que Elisabeth Borne, c'est quelqu'un qui a fait Polytechnique, qui est une très grande école dont on parle peu, mais qui est vraiment, je pense, qui explique autant, on va dire, la forme de notre classe politique actuelle que l'ENA, dont on parle plus. Polytechnique, c'est aussi une école qui est très très largement, cette fois-ci, encore plus que les autres, monopolisée par les enfants de la classe bourgeoise. Et on y apprend une vision de la politique, notamment, et de la gestion du bien commun, qui est une vision très élitiste, où en fait, ce sont aux plus compétents, ou en tout cas dits compétents, de décider pour les autres. Souvent, les polytechniciens, donc, ils sont effectivement dans la haute fonction publique où ils dirigent les grandes entreprises privées ou publiques. Et ce sont des gens qui sont pas du tout, on va dire, dans le dialogue, comme on dit souvent, qui sont des gens qui pensent que il faut une élite qui impose aux autres leurs décisions. Et ça, c'est vraiment la pensée macroniste qu'on trouve dans le bilan d'Elisabeth Borne. C'est quelqu'un qui a toujours tenté de faire passer des choix politiques pour des choix techniques. Je regardais ce qu'elle avait dit lors de la réforme de l'assurance chômage, dont on t'a parlé tout à l'heure. La réforme de l'assurance chômage, elle a été votée en 2018 par le Parlement, donc quand Elisabeth Borne n'était pas ministre du Travail, mais en revanche, ses degrés d'application et en fait les contours réels qu'elle a eus
par contre, ont été faits sous le mandat d'Elisabeth Borne. Et c'est une réforme, comme tu l'as dit, hein, qui, sous couvert en fait de faire des économies pour l'assurance chômage, a mis davantage sous pression les chômeurs. En fait, en faisant en sorte qu'il soit beaucoup plus difficile de recharger ses droits, de cumuler des activités professionnelles et l'allocation de retour à l'emploi. Bref, c'est vraiment une réforme qui pénalise, qui sanctionne le fait d'être au chômage. Donc c'est très idéologique, c'est très politique de faire ça. Et pourtant, quand je regardais les interventions d'Elisabeth Borne à l'époque, elle assure que c'est une réforme technique qui vise en fait à notamment lutter contre la prolifération des contrats courts, comme si les contrats courts c'était la faute des chômeurs qui adoraient en avoir et pas la faute du patronat. Donc en fait, cette capacité à transformer ce qui est politique en quelque chose de technique, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur du macronisme. Les macronistes, c'est des gens qui nient en permanence qu'ils sont en train de faire des choix politiques. Ils prétendent toujours faire des choix techniques qui servent juste à assurer, par exemple, la pérennité de notre système de protection sociale, la pérennité de notre régime de retraite. C'est ce qu'ils nous disent encore sur la nécessaire réforme de l'âge de départ à la retraite, qui est en fait une réforme très, très politique de réduction de la protection sociale et pas du tout une réforme technique, puisque on voit qu'on pourrait très bien financer notre système de retraite autrement. Donc pour moi, elle est vraiment en cohérence fondamentale avec la pensée macroniste. Elle a le même profil sociologique que les macronistes, le même profil sociologique que Macron, c'est-à-dire comme elle, c'est une haut fonctionnaire qui donc a un rapport très distant à la réalité sociale. Hein. C'est des gens, je pense, qui mettent un point d'honneur à ne pas se mêler à la populace, tu vois. Donc en fait, je trouve ça tout à fait cohérent. Ouais, donc pas du tout une femme de gauche. Hein. C'est le Ah cas non, de le bah dire. là, j'aimerais bien savoir quelle est la définition de gauche qui est convoquée par nos différents grands médias pour arriver à affirmer ça. J'aimerais bien qu'ils nous fassent la démonstration, parce que si c'est juste son appartenance au Parti socialiste à l'époque où le Parti socialiste était le plus néolibéral de son histoire, je vois pas en quoi c'est un indice. Ouais. Donc Elisabeth Borne, hein, c'est la précarisation des chômeurs, c'est aussi la dégradation des conditions de travail. On l'a dit, la France est une championne de la mortalité au travail avec un taux 2 fois supérieur à la moyenne européenne. Et la responsabilité première est celle des gouvernements qui se sont succédés, hein, ceux de Sarkozy, Hollande et Macron. Elisabeth Borne est aussi coupable. Pourquoi tu le soutiens ? Parce que, en fait, bon, l'ensemble des ministres du Travail, hein, comme je disais, depuis Sarkozy, ont contribué, enfin, depuis les ministres de Sarkozy, dont j'ai oublié les noms, désolé pour eux, ont contribué à la dégradation des conditions de travail parce qu'ils ont contribué à la dégradation des pouvoirs des salariés, des contre-pouvoirs des salariés. Ce que vraiment j'essaie de montrer dans l'article, c'est que la santé au travail, c'est pas faire des bons exercices de respiration, faire attention à sa posture du dos, etc. C'est quel pouvoir on a sur son outil de travail. Historiquement, le combat pour la santé au travail, le combat pour faire en sorte que les gens ne meurent plus au travail, est passé par donner plus de pouvoir aux salariés et à leurs représentants pour qu'ils puissent tirer la sonnette d'alarme ou ne pas travailler dans des conditions qui leur nuisent. Donc ça a été l'objet de nombreuses luttes depuis le début du XXe siècle, hein, depuis notamment, j'en parle, la catastrophe de Courrières, c'est la plus grande catastrophe minière d'Europe en 1906. Où voilà, c'est une mine qui s'effondre suite à un incendie sur lequel pourtant les représentants de salariés avaient alerté la direction sur les risques qu'ils couraient. Mais à l'époque, voilà, il n'y avait pas de pouvoir des représentants de salariés, des syndicats en réalité, sur les conditions de travail et sur la santé au travail. Donc, ce fut un long combat. Ce fut une suite d'évolutions positives qui ont fait en sorte qu'en fait, on meurt moins au travail, évidemment, qu'au début du XXe siècle. Mais ce combat-là, il est considérablement remis en cause depuis le début des années 2000. Et notamment, il est remis en cause parce que les syndicats ont moins de pouvoir. Donc on dit beaucoup, oui, mais il y a moins de syndicats par ailleurs, les syndicats sont moins forts, les syndicats sont moins appréciés. Oui, mais ils sont moins forts et ils sont moins appréciés parce qu'ils ont moins de pouvoir et qu'ils peuvent faire moins de choses. Et en fait, le fait qu'ils aient moins de pouvoir, ça a été le rôle des syndicats, des ministres du Travail successifs, qui sont tous allés dans ce paradigme. Et la mention spéciale pour Elisabeth Borne, je pense, c'est beaucoup pendant la pandémie, parce que ça a été la ministre qui a géré notamment le Covid côté travail. Il faut vraiment regarder la suite de ces décisions. Elisabeth Borne a toujours pris des décisions qui allaient dans le sens des intérêts du patronat pendant cette pandémie. Il suffit de voir comment, par exemple, elle n'a jamais
rendu obligatoire le télétravail dans les entreprises où il était possible et dans les postes de travail où il était possible. Ça a été, moi, ça m'a rendu un peu fou pendant pendant toute cette période. Nos médias nous disaient dans les différentes mesures gouvernementales, le télétravail est obligatoire, mais non, jamais il n'y a eu légalement d'obligation de télétravailler. Ça a toujours été à la discrétion des employeurs. Donc en fait, Elisabeth Borne, elle a toujours laissé les employeurs décider un petit peu comment faire pour gérer cette pandémie. Et donc ce faisant, elle a quand même elle a clairement fait passer on va dire, les profits avant la santé. J'ajouterais une affaire qui est quand même importante, que c'est sous son mandat que Anthony Smith, inspecteur du travail, qui avait alerté sa hiérarchie sur les pratiques d'une entreprise d'aide à domicile qui ne protégeait pas assez ses salariés, cet inspecteur du travail-là a été mis à pied par sa hiérarchie. Donc je crois que c'était pile entre la transition entre Bernadette Pénicaud et Elisabeth Borne, mais elle a forcément eu aussi à gérer ce dossier, et donc c'est pas une ministre qui a fait en sorte que son inspection du travail soit en capacité de veiller à la santé de ses salariés. Et j'ajouterais une chose, c'est que, donc là je parlais de son attitude pendant la pandémie, mais la réforme de l'assurance chômage, c'est quelque chose qui va créer davantage de mauvaise santé au travail. Parce qu'en fait, ce qui fait que dans un job qui nous fait souffrir, on peut s'en tirer, en fait parfois c'est de partir. Or, ça va être de plus en plus difficile de quitter son job à l'heure actuelle, étant donné que nos protections au niveau du chômage sont de plus en plus compliquées, de moins en moins favorables. Donc, en fait, moins on a de protection sociale, plus on est enchaîné à son travail. Et Elisabeth Borne aura clairement contribué à ça. Elisabeth Borne, et avant elle aussi, bien avant elle, Myriam El Khomri, la ministre qui, on va dire, officier sous le gouvernement Hollande, que tu accuses en particulier. Oui, la loi El Khomri, c'est un des principaux reculs dans nos droits sociaux au travail ces 20 dernières années. Parce que la loi El Khomri, elle réduit considérablement le pouvoir des syndicats. Elle permet aux employeurs de négocier sans syndicat, de négocier directement au sein de leur entreprise et de faire en sorte que du coup, il y ait, comme on disait à l'époque, un code du travail par entreprise. Donc en fait, il a rendu le code du travail moins présent, il a donné plus de pouvoir aux employeurs. Et puis ensuite, il y a une série de mesures qui portent spécifiquement sur la santé au travail dans cette loi, dont on a peu parlé à l'époque, mais c'est une loi qui facilite le travail de nuit, par exemple, qui fait en sorte qu'il soit davantage possible d'aménager des accords pour le travail de nuit. Or, le travail de nuit, on le sait avec une certitude scientifique depuis 2016, d'ailleurs l'année même où cette loi a été faite, c'est quelque chose qui accélère la mortalité en général et la mortalité au travail en particulier. Le travail de nuit, c'est quelque chose qui vous dérégule de votre cycle de sommeil, de votre cycle d'alimentation et qui donc provoque des maladies cardiaques. Le travail de nuit, c'est un problème de santé publique et pourtant, voilà les deux réformes du Code du travail qu'il y a eu récemment, donc la loi El Khomri, puis ensuite les ordonnances travail, c'est-à-dire la loi travail d'Emmanuel Macron dès 2017, donc juste un an après, c'est des lois qui ont amélioré et qui ont permis de faire en sorte que le travail de nuit soit plus courant. Et dans la loi El Khomri également, on a une baisse des possibilités et du pouvoir de la médecine du travail, donc qui est l'instance historiquement chargée de veiller à la bonne santé au travail et de la surveiller, puisque la loi El Khomri a espacé les visites médicales obligatoires, c'est-à-dire qui sont passées de tous les 2 ans à tous les 4 ans, et puis à supprimer la visite médicale d'embauche, c'est-à-dire le fait de devoir à chaque fois passer une visite médicale quand on aborde un poste de travail. Ce qui évidemment, quand on fait un métier dans le tertiaire, de bureau, etc., semble être une formalité tout à fait banale, mais quand on va occuper un poste physique qui nécessite l'emploi de son corps, qui nécessite le travail dans des conditions pénibles, de froid, de chaud, d'air vicié, d'exposition au bruit, etc., est tout à fait essentiel, parce que c'est ce qui va voir si on est apte ou pas à occuper ce poste. Et ça, finalement, en fait, l'état de santé, on a l'impression que l'état de santé des travailleurs, c'est quelque chose que le patronat ne veut pas voir. Et on voit bien pourquoi. Et on dit pourtant que le droit du travail en France est très protecteur. Est-ce qu'on nous ment ? Oui, en fait, c'est un peu la conclusion à laquelle je suis arrivé. Donc, dans l'article, je parle beaucoup de mon expérience d'expert en santé au travail pour les comités sociaux et économiques. Donc, les représentants de salariés, ils ont un droit à l'expertise dans les entreprises de plus de 50 salariés. Et donc, moi, c'est un métier que j'ai fait pendant longtemps et que je continue à faire en freelance. Ce qu'on constate avec mes collègues de cette profession, c'est que le droit du travail, il existe, certes. Il reste encore plus protecteur que dans d'autres pays, il ne faut pas négliger ça. Mais déjà, il est mal connu.
Et puis, il n'est pas appliqué forcément, voire à des endroits quasi pas. Parce qu'encore une fois, pour que le droit existe, il faut que quelqu'un soit là pour le faire appliquer. Or, ce qu'on décrit dans l'article, c'est que les instances chargées de le faire appliquer du côté de l'administration, par exemple l'inspection du travail, c'est des gens qui sont de plus en plus débordés, de moins en moins nombreux. Il y a un inspecteur du travail pour 10 000 salariés à peu près. Donc, c'est pas des gens qui peuvent être derrière chaque employeur pour vérifier qu'ils respectent le droit. Et puis ensuite, on l'a vu, la baisse de la syndicalisation fait qu'il y a beaucoup moins de gens vigilants dans une entreprise donnée pour faire appliquer les règles. Et donc, du coup, les règles ne sont plus appliquées. En particulier, les règles sur le temps de travail. C'est flagrant comment dans de nombreuses entreprises, on peut avoir des contrats à 35 heures et des gens qui travaillent 40, 45 heures. Et ça pose problème à personne. Une partie de la législation sur les congés n'est pas non plus appliquée. Enfin, il y a beaucoup de choses qui, en fait, existent dans le code en théorie, mais en l'absence de personnes qui sont capables de contraindre l'employeur à le faire appliquer, ce droit-là, il est plus si protecteur que ça. Donc ça, c'est quand même une chose qu'il faut garder en tête. Et ce que je dis dans l'article, c'est qu'en fait, ce discours-là est devenu contre-productif. À force de répéter en France, le Code du travail est très protecteur, on a une sorte d'illusion, de protection qui s'effondre quand on est confronté à l'adversité et à des mauvaises conditions de travail. Et vraiment, moi, ce que j'ai vu dans ce métier d'expertise, c'est que j'ai beaucoup d'élus du personnel eux-mêmes qui pensent que le droit va les sauver en quelque sorte. Sauf que non, en fait. Si personne n'est là derrière vous, ou si vous ne le faites pas appliquer, si vous n'engagez pas un rapport de force avec votre employeur pour obtenir l'application du droit, il pourra continuer à rester en infraction pendant des années et des années sans que rien ne se passe. Tu parles aussi dans ton article de l'individualisation de la souffrance psychique au travail. Nécessairement, la dégradation des conditions de travail provoque cette souffrance psychique. Pourquoi tu parles d'individualisation ? Alors, je pense que c'est une expérience qui parlera un petit peu à tout le monde. Peut-être que vous avez déjà vécu ça aussi, c'est-à-dire que quand vous avez des difficultés au travail, il va y avoir des répercussions sur l'ensemble de votre vie, que ce soit rien que de faire des insomnies ou rien que le fait de penser à son chef le soir, c'est déjà des répercussions. Or, en général, ces répercussions, et quand elles deviennent plus graves, par exemple le fait de faire un burn-out, c'est plutôt vécu comme quelque chose d'individuel. En tout cas, les solutions qu'on va essayer d'activer vont être individuelles. Donc, lutter contre l'insomnie, installer une appli de sommeil, aller voir un médecin qui va vous prescrire des anxiolytiques parce que ça reste le premier réflexe dans la médecine généraliste en France. Et donc, quelque part, on va vous dire de prendre du recul, de prendre du temps pour vous, d'essayer de se calmer, ou au contraire, travailler sur sa confiance en soi. Enfin, en fait, il y a tout un tas de réponses psychologiques qui sont pas dénuées d'intérêt, mais qui ont pour point commun de ne jamais prendre en compte la dimension collective du problème, la dimension en fait spécifique au monde du travail. Et ce qu'on constate dans les entreprises où on intervient pour le compte des CSE, des comités socio-économiques, c'est que les entreprises constatent effectivement que en fait leur méthode de management provoque de la souffrance, les méthodes de management qui intensifient le travail, qui fait qu'on travaille avec moins de moyens, qu'on est constamment évalué, constamment surveillé, et ça, de plus en plus de travailleurs en font l'expérience, pas seulement dans le secteur privé, mais aussi, par exemple, dans le secteur associatif ou dans le secteur public. Les directions d'entreprise vont mettre en place des sortes de palliatifs pour montrer qu'elles se soucient tout de même de la santé de leurs salariés. Donc, ça va être des stages, comment mieux organiser son travail, comment apprendre à dire non, comment même, je le dis dans l'article, des entreprises qui mettent en place des stages, comment faire un bon petit déjeuner le matin. Autant de sujets qui ne sont pas inintéressants, mais qui, en fait, décalent complètement le problème. Le problème du burn-out, c'est l'intensification du travail, c'est le fait de travailler dans un contexte tendu, le fait de devoir en permanence justifier de ce qu'on fait, le fait qu'on ne nous fasse pas confiance, c'est ça qui crée du burn-out. Et le burn-out crée de la dépression. Et sauf que, en traitant la dépression, par exemple, uniquement comme un problème individuel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas su gérer la pression, c'est quelqu'un qui a trop pris sur lui, sur elle, c'est quelqu'un qui n'a pas pris assez de recul par rapport à son travail, qui prend trop les choses à cœur. Voilà, toutes ces choses-là, toutes ces analyses du travail qu'on active tout le temps, elles sont individualisantes, c'est-à-dire qu'elles nous font passer à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est comment le travail est organisé. Merci beaucoup, Nicolas Framont.